Bien, eh bien, tout d'abord, mesdames et messieurs, je suis ravi de participer, même si c'est à distance, à cette série de débats autour de cette belle exposition qui a été réalisée donc par le musée d'histoire naturelle du Havre et qui traite un thème difficile, car jusque-là caché, mal connu, qui reste toujours énigmatique et qui en plus, à notre époque, pose un certain nombre de problèmes, comme je vais essayer d'aborder, des problèmes médicaux, mais aussi des problèmes éthiques. En fait, les problèmes éthiques ont toujours existé et les écrits que l'on retrouve d'ailleurs dans l'exposition, mais aussi ceux qui ont été déjà édités édités, c'est un bien grand mot, mais enfin, qui ont déjà été conçus par des grands penseurs, se poser la question fondamentale, qu'est-ce que l'être humain, quand est-ce que c'est le début de l'être humain, et donc par là même, qu'est-ce qu'un embryon. Il est certain que pour nous, médecins, biologistes, nous avons appris à rencontrer l'embryon humain il n'y a que 30 ans, 30-40 ans. Jusqu'à là, les différentes théories sur comment se fabriquer, entre guillemets, un être humain étaient des plus fumeuses. Pour les uns, c'était le petit bonhomme ou la petite bonne femme était contenu dans le spermatozoïde et cherchait un terrain pour pouvoir se développer dans de bonnes conditions. Pour d'autres, au contraire, c'était dans les ovaires féminins qu'il y avait, depuis Ève, la succession comme des petites poupées russes de toutes les femmes et qui étaient celles qui allaient donner vie. Donc la théorie oviste, cette dernière, la théorie animaculiste, celle qui voyait à la découverte au XVIIIe siècle des spermatozoïdes grâce au microscope, on voyait donc un petit bonhomme recroquevillé à l'intérieur. Et puis, peu à peu, on a compris, surtout au début du siècle, et puis avec les travaux chez l'animal, bien entendu, qui ont été menés en particulier en Angleterre, à Cambridge, dès la fin du 19e siècle, on a un peu mieux compris ce que c'était qu'un spermatozoïde, ce que c'était qu'un ovule, et comment se fabriquait donc cette rencontre. Et avec la connaissance de la génétique, on a rapidement compris qu'un être humain était formé de 46 chromosomes, qui est une base génétique importante, et que pour cela, il fallait que chacune de ces cellules qui étaient porteuses de 46 chromosomes fasse le tri. C'est-à-dire qu'un spermatozoïde laisse 23 chromosomes de côté, un ovule fasse la même chose pour que 23 plus 23 recrée les 46. Sinon, à chaque fois, il y aurait une accumulation de spermatozoïdes qui ne serait pas viable. Je disais que c'était dans les années 40 que les premières fécondations in vitro ont voulu être faites aux États-Unis par Monsieur Rock et Madame Mencken, qui ont essayé de féconder in vitro, ce qui avait été déjà commencé à être réalisé encore une fois chez l'animal. Mais en fait, on ne savait pas très bien quand est-ce qu'un ovule allait être mûr, apte à être fécondé, et quand est-ce qu'un spermatozoïde était fécondant. Ce qui explique que pendant 20 ans à peu près, on a tâtonné, Mais déjà, il y avait, si vous voulez, le fait que ce qui était invisible, ce qui était intouchable, est devenu progressivement visible, et non seulement visible, mais même très bien visible et manipulable. Et la grande étape, c'est celle de la fécondation in vitro, c'est-à-dire c'est celle où on réalise à l'extérieur de l'organisme humain, à l'organisme de la femme, cette rencontre entre ces gamètes porteurs du patrimoine génétique, dont on verra qu'il est certes important, mais il ne faut pas tout résumer. L'homme ne se résume pas à son patrimoine génétique, même s'il est bien sûr une composante importante, surtout lorsqu'il y a des malfaçons. Lorsqu'il y a des bonnes façons, cela ne donne aucune garantie sur les comportements, les affects et le vécu. Mais lorsqu'il y a une malfaçon, il peut y avoir bien sûr des problèmes gravissimes. Alors, cette étape, elle est effectivement fondamentale parce qu'on a vu se développer sous les yeux du microscope bien sûr, mais sous les yeux quand même, en 24 heures, cette fécondation, à l'intérieur de l'ovule, cette rencontre entre donc le patrimoine génétique, qui aboutit très rapidement à une division en deux cellules,
puis une division en 4 cellules, et puis le lendemain, nous sommes déjà à un stade plus avancé. En 3 jours, nous sommes à ce qu'on appelle la morula. Ça représente une petite mûre avec plusieurs cellules, 64, 128 cellules, et c'est le début, effectivement, du développement qui va aboutir au bout de, on va dire, 4-5 jours, à l'implantation proprement dite. C'est-à-dire que pendant les 5 premiers jours, l'embryon se développe à l'intérieur d'une même entité, puisqu'il est maintenu par une espèce de coque qui le tient et qui fait 1/10 de millimètre. Et c'est à l'intérieur qu'il y a cette division en cellules. Et ce n'est qu'au bout du 6e jour où cette coque, pensez un petit peu à un œuf qui a une coque, eh bien, elle va se fragiliser et le petit poussin qui est à l'intérieur va sortir et va s'accrocher à l'organisme maternel et va tisser des liens, en particulier par la circulation sanguine. Donc pendant 6 jours, il est un peu libre parce qu'il circule de la trompe où il a rencontré, où l'ovule a rencontré le spermatozoïde. Il va prendre 2-3 jours pour faire le chemin inverse, venir dans l'utérus, et là il va trouver son petit nid, là aussi en 2-3 jours, avant de contacter, si vous voulez, véritablement cette liaison avec l'organisme maternel. Et on va le voir très vite parce qu'il y aura la sécrétion d'une substance qu'on appelle l'HCG et que l'on retrouve très vite dans le reste de l'organisme, et en particulier dans les urines, et c'est les fameux tests de grossesse. Donc il faut qu'il y ait cet accrochage pour qu'il y ait un test de grossesse. Bien entendu, cela ne donne pas la garantie que toute l'évolution va se faire sans heurts. Et particulièrement dans l'espèce humaine, il y a une perte importante. Beaucoup d'embryons vont s'arrêter, beaucoup d'embryons ne vont pas s'implanter, beaucoup d'embryons vont, je dirais, se développer de travers et donc donner lieu à un taux d'avortement spontané très précoce qui correspondent parfois à 1 jour ou 2 jours de retard, et ceci donc de façon à peu près aux alentours de 25% des fécondations se terminent par une fausse couche. Alors, le fait de voir à l'extérieur ces embryons humains, alors que jusqu'à présent, on essayait de les représenter, de les évoquer, ça a été quelque chose que l'on a vu à une échelle très petite. Alors d'un côté, à partir des années 62, 61, les premières tentatives de fécondation in vitro chez la lapine ont lieu en France, avec un monsieur très important pour le développement de la science, c'est monsieur Charles Thibault, et en Angleterre avec Bob Edwards. Et puis, Bob Edwards va passer chez l'humain, alors que Charles Thibault reste dans son domaine d'études de recherche animale. Et en fait, Bob Edwards va commencer en 65 à tenter des fécondations in vitro humaines, et il va réussir en 72 à réimplanter un embryon après l'avoir fécondé in vitro, mais cet embryon va se mettre dans la trompe et va faire une grossesse extra-utérine. Il ne perd pas courage et va aller jusqu'en 78 à la naissance de Louise Brown, qui va être un peu le coup de tonnerre, puisque voilà, c'était le premier enfant au monde qui a été conçu in vitro, à l'extérieur de l'organisme, bien que bien il s'est développé pendant les 9 mois, moins les 3 jours in vitro, dans l'organisme maternel. Pendant ce temps-là, dans les années 70, on développe l'imagerie, et l'imagerie, l'échographie, dont vous en avez quelques reflets au niveau de cette très belle exposition. Et on va découvrir, connaître, voir le fœtus, voir l'embryon à ses premiers stades, pas au premier stade tel qu'on le voit bien sûr au microscope, mais disons quelques semaines plus tard, on va voir les ébauches de développement et l'apparition de tous les organes progressifs et voir leur normalité. Donc, de cette invisibilité, vous voyez qu'on a fait un grand pas dans les années 70-80. Et plus encore, nous allons introduire des phénomènes très particuliers. Une fois que l'embryon est constitué, on peut faire 2 choses, enfin on peut faire beaucoup de choses, mais disons 2 choses qui vont être un peu des étapes. La première, c'est la congélation. On peut congeler un embryon et laisser passer des mois, des années, le réchauffer, et ensuite
il reprend son activité et on peut donc le replacer dans l'utérus de la même femme qui a produit ou bien d'une autre femme. Et on peut voir donc cet embryon se développer avec une notion du temps qui n'existait pas auparavant. On peut donc imaginer à partir de là, bien par exemple, imaginez qu'on ait plusieurs embryons obtenus après fécondation in vitro. Des embryons sont transférés chez la future mère qui va accoucher d'une petite fille. Elle-même pourrait, 20 ans plus tard, porter les embryons qui étaient, on va dire, de sa promotion et qui sont ses petits frères ou ses petites sœurs. Donc vous voyez qu'on touche là déjà à une notion que l'on va aborder de plus en plus, qui est les modifications de la filiation du fait de ces connaissances ou de ces applications biologiques nouvelles. Donc, une possibilité de suspendre le temps et d'interférer donc sur les générations par ce fait. La deuxième étape, à mon avis importante, c'est que l'embryon, eh bien, on peut connaître certaines de ses caractéristiques. On peut effectivement, au 3e jour, prendre une de ces cellules, il en a 4, 6, 8, on peut prendre une de ces cellules en faisant une petite effraction toujours sur la coque qui le protège, en aspirant cette cellule, et sur une seule cellule en étudiant certaines caractéristiques génétiques. Alors ça, c'est quand même un pas énorme, bien entendu, puisque pour la première fois, on peut savoir qu'un être humain qui n'est pas encore né peut être porteur de telle ou telle affection génétique, si on sait, bien sûr, identifier cette affection génétique. Cette connaissance va nous permettre en médecine d'éviter cette transmission génétique de maladies particulièrement graves et incurables. Et par exemple, que ce soit la mucoviscidose ou des paralysies musculaires ou des maladies sanguines, on peut donc observer les embryons qu'on a obtenus par fécondation in vitro, voir la loi génétique, c'est-à-dire voir que certains des embryons sont atteints de la maladie, et qu'incontestablement, s'ils se développent, ce sera des enfants malades, très malades. Si, par contre, ce sont des embryons qui sont uniquement porteurs, mais qui sont sains, et a fortiori, si ce sont des embryons qui sont totalement sains, et même pas porteurs, ceux-ci pourront être replacés dans l'utérus et se développer. Alors, il est vrai que cette notion du temps, cette congélation, d'une part, et d'autre part, cette étude par le diagnostic de la cellule par le prélèvement cellulaire préimplantatoire, vous voyez, ouvre tout un tas de réflexions. Et on aborde d'emblée les questions éthiques. Je dis d'emblée parce qu'en même temps qu'il y a eu cette fécondation in vitro, on a pu voir aussi que pour certaines femmes qui n'avaient pas de fonctionnement ovarien elles-mêmes, qui avaient des ovaires détruits, des ovaires extrêmement malades, eh bien, si il y avait un ovule d'une donneuse qui était fécondé avec le sperme de son conjoint, l'embryon allait être accepté par son organisme. C'était quelque chose de très nouveau, parce que l'organisme humain est ainsi fait qu'il rejette tout ce qui est étranger, sauf pendant la grossesse. La grossesse crée ce qu'on appelle un état de tolérance, où la femme accepte un tissu étranger, c'est-à-dire le spermatozoïde et la patrimoine génétique qui lui est, donc la moitié de l'enfant qu'elle porte, est étranger en termes tissulaires. Et pourtant, elle l'accepte. Et bien là, dans cette situation nouvelle, elle va accepter l'enfant, il ne sera pas rejeté, bien que, et sur le plan paternel et sur le plan maternel, il provienne d'une autre personne. Donc ce sont des phénomènes, bien sûr, nouveaux, et qui vont ouvrir un tas de possibilités. Alors je disais que tout cela soulève des discussions éthiques sur le fait, premièrement, est-ce que l'on doit faire tout ce qui est possible de faire? Est-ce qu'on doit le faire? Quelles sont les règles que l'on peut se donner comme barrières? Est-ce que c'est par exemple
on va mettre en avant la liberté de choisir le sexe de l'enfant, telle ou telle caractéristique. Cela ne correspond qu'à le souhait d'une ou deux personnes et que ça ne regarde pas la société. Ou est-ce qu'au contraire, on va considérer que la société a son mot à dire, qu'elle va peut-être protéger les plus faibles et qu'elle va essayer de ne faire rentrer dans ce qui est encore de la médecine que des problèmes médicaux et non pas des problèmes de convenance. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'appliquer cette technique pour simplement choisir telle ou telle caractéristique de l'enfant, ce qui reviendrait à considérer qu'un enfant, c'est un objet que l'on façonne, que l'on pourrait vouloir façonner en tous les cas à telle ou telle caractéristique. C'est un débat qui aujourd'hui couvre le monde entier, parce qu'il y a d'un côté toutes les demandes existent, bien entendu. Il y a des couples les plus farfelus. Je fais référence à, par exemple, ce couple de femmes homosexuelles, sourdes et muettes, et qui voulaient un enfant sourd et muet, et donc qui voulaient faire appel, et qui ont fait appel à un donneur sourd et muet pour que l'enfant leur soit identique. Donc vous voyez jusqu'où peut aller, bien entendu. Alors il y a une demande, et parmi toutes les demandes, il peut y avoir des choses farfelues, et puis il y a une offre. Et l'offre, elle est aussi financière, elle est aussi parce que ça rapporte. Et il y a donc toujours, comme dans tout corps de la société, des gens qui ne voient que la poursuite du but lucratif et font fi de toutes les réflexions ou tous les problèmes moraux. Alors pour essayer de mettre un peu d'ordre dans cela, la France, en 83, c'était à l'époque le président Mitterrand, il a créé le comité national d'éthique. Pourquoi? Parce que tout de suite, on a vu, après la naissance d'Amandine, qui a été le premier bébé éprouvette français en 82, un an avant, on a tout de suite vu que justement tout ce que j'évoque allait venir et qu'il fallait qu'il y ait des réflexions pour savoir ce qui était licite de faire, même si cela était possible, cela n'était pas forcément indispensable de le laisser faire. Donc ce comité national d'éthique permet d'émettre des avis qui ne sont que des avis. Et c'est ça d'ailleurs qui fait sa force. C'est qu'il y a tout un chemin entre l'éthique et la loi. Et fort heureusement, car sinon la réflexion éthique ne serait pas aussi libre qu'elle doit l'être. Et d'ailleurs, il y a des avis du Comité national d'éthique qui ne sont pas passés dans la loi, et inversement. Il y a des actes ou des prises de position de la loi qui n'ont pas été examinés par le Comité national d'éthique. Donc, c'est deux choses différentes. Vous avez une réflexion éthique, et la France a inauguré dans ce domaine. Maintenant, il y a énormément de comités d'éthique dans les pays du monde, mais pas tous. Et puis, il y a là aussi quelque chose de particulier à la France, qui est une loi dite de bioéthique. Et d'ailleurs, il y en a eu trois, puisqu'il y a eu la loi de 1994, la loi de 2004, et l'année 2010 ou 2011 verra une révision de cette loi de bioéthique. C'est dire que en France, on a pris les choses sérieusement, on a essayé d'encadrer, de cadrer, de rassurer. Et d'ailleurs, il faut dire qu'il y a peu, en tous les cas pas à ma connaissance, de dérives éthiques au sens justement de ce qui pourrait être un façonnage de l'être humain, ou bien une commercialisation des produits du corps humain, ce qui reste deux principes fondamentaux extrêmement importants. On ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là dans le champ du possible, puisque vous avez entendu parler, on a beaucoup parlé des mères porteuses, c'est-à-dire de femmes qui porteraient des enfants pour une autre qui ne peut pas le faire parce qu'elle n'a pas d'utérus, parce qu'elle n'a pas envie de porter, parce qu'il s'agit de couples homosexuels. Alors, on voit très bien deux différences de société entre ce qui se passe dans certains pays de l'Est où il y a une commercialisation extraordinaire de ces mères porteuses, en Inde également, ou aux États-Unis, où il y a un libéralisme extrêmement important, un ultralibéralisme, dirons-nous, et jusqu'à présent en France, en tous les cas, un refus d'aliénation d'une femme, même au profit d'une autre, ou le refus d'une commercialisation du corps humain. On ne loue pas son corps, on ne loue pas son temps, même au profit d'une idée qui pourrait être
belle, mais qui a peut-être d'autres alternatives, qui est une alternative d'adoption, par exemple. Et puis, il y a cette espèce aujourd'hui dans notre société de survalorisation du génétique. Justement, vouloir absolument un enfant de soi, et on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que le soi quand on sait que nous sommes nous-mêmes, de toute façon, porteurs d'un certain nombre de tares génétiques qui s'expriment pas, qui peuvent trouver un lieu pour apparaître, un moment pour apparaître, et donc la perfection, en tous les cas, bien sûr, n'est pas de ce monde, et nous ne cherchons pas à aller dans ce sens-là, nous cherchons simplement, les médecins, à offrir à des couples qui ont des risques d'avoir des enfants qui vont souffrir, de ne pas souffrir, et déjà d'avoir des enfants qui ont toutes leurs capacités. Et cette simple proposition de bon sens n'est pas toujours comprise, mais il est vrai aussi qu'il y a, et je le mentionnais particulièrement dans le monde, s'il n'y a pas une éthique nationale, il y a des risques de dérive dont il faut être conscient. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de mondialisation, c'est vrai que de faire un laboratoire de fécondation in vitro, cela ne représente pas une somme énorme, et qu'il y a plusieurs paradis fiscaux dans le monde. Il peut y avoir des paradis in vitro dans le monde s'il n'y a pas de législation qui est faite. D'où des débats nationaux. Vous voyez qu'on s'éloigne un petit peu, apparemment, de l'embryon, mais en fait, non, on est en plein dedans. Puisque un débat qui a eu lieu au niveau de l'ONU, c'est celui, est-ce qu'on autorise le clonage? C'est-à-dire, le clonage, c'est quelque chose de très différent de tout ce que je viens de vous raconter. Je vous ai dit que pour former un embryon, il fallait 23 plus 23. Il fallait que deux cellules, spermatozoïdes et ovules, se séparent de la moitié de leur chromosome pour reformer un être unique qui va être donc le début du développement embryonnaire. Eh bien, le clonage, c'est prendre non pas 23 plus 23, mais 46 chromosomes déjà existants, par exemple dans une de mes cellules de la peau, de prendre ce noyau, donc je ne fais pas cette rencontre 23 plus 23, je prends déjà les 46 et je les transporte dans un ovule, et là, par un phénomène je dirais, physiologique, je vais activer cet ovule qui va être comme s'il avait été fécondé et qui va donc se développer et pouvoir donner lieu à un embryon. En tous les cas, il va donner lieu au début de la formation embryonnaire. Pour l'instant, j'ai envie de dire, fort heureusement, aucun de ces embryons, d'abord peu ont été obtenus, n'ont été transférés dans l'utérus, et donc il n'y a pas eu, malgré ce qu'ont dit certaines sectes, comme la secte Raël, ou ce qu'on fait croire les uns ou les autres, il n'y a jamais eu d'enfants nés par clonage. Mais il y a des animaux qui sont nés, et un certain nombre d'animaux, la liste s'agrandit de jour en jour. Tout dernièrement, c'est un dromadaire qui est né par clonage. Vous voyez, de la brebis Dolly en 97 jusqu'au dromadaire, on est passé par une quinzaine d'espèces animales. Donc on pourrait penser qu'un jour, le problème humain pourrait être résolu. Alors, va-t-on vers une auto-reproduction d'un individu, sans passer par la rencontre de deux personnes, du hasard que cela présuppose, mais va-t-on donc se projeter soi-même dans une espèce de surpuissance? Eh bien, il y a des discussions qui ont eu lieu actuellement au niveau de l'UNESCO, au niveau de l'ONU, qui n'a pas réussi à trouver l'unanimité des différents pays pour interdire le clonage humain. Donc vous voyez que la situation n'est pas si simple et qu'il faut être vigilant. Et ce d'autant que le clonage humain, ce mot-là, a un double sens, car un embryon ainsi formé, s'il est transféré dans l'utérus, il pourrait, je dis bien il pourrait, j'emploie l'hypothèse, il pourrait se développer et donner lieu à un être humain, mais il peut, dès aujourd'hui, si on ne le transfère pas, en tous les cas, être la source de cellules souches. Qu'est-ce que c'est à dire? Les cellules souches sont contenues au niveau de l'embryon. On les voit apparaître au 6e jour de son développement, juste avant l'implantation, jusqu'avant qu'il s'accroche dans l'utérus. Et ces cellules-là sont à l'origine de toutes les autres. C'est-à-dire qu'elles vont donner les cellules osseuses, les cellules du foie, les cellules de l'œil. Elles vont donner toutes les cellules, y compris les gamètes. Donc ces cellules souches, évidemment, sont peut-être la médecine de demain. Pourquoi?
Parce que si on fabrique de la sorte des cellules pancréatiques, on pourrait guérir le diabète. Si on fabrique de la sorte des cellules musculaires, on pourrait guérir l'insuffisance cardiaque. Si on fabrique, etc., etc. Donc il y a aujourd'hui, de par le monde, énormément d'investissements qui sont faits dans la perspective de trouver une thérapie à partir de cellules dont beaucoup pourraient venir de cellules souches. Alors, je mets un bémol, c'est que les cellules souches embryonnaires sont les premières que l'on a connues, que l'on a développées, mais aujourd'hui, on travaille aussi sur des cellules souches adultes. C'est-à-dire que on sait transformer des cellules adultes en cellules embryonnaires. Donc on n'a plus besoin de passer par l'embryon que on cherche toujours à protéger. Alors on cherche à protéger l'embryon et c'est un peu un paradoxe. C'est un peu un paradoxe dans notre société puisque d'un côté, comme vous le savez, nous avons autorisé les interruptions volontaires de grossesse jusqu'à la 14e semaine. Et je dois dire que c'est une bonne chose quelque part, puisque ça a évité tout un tas d'accidents de femmes qui mouraient par des pratiques clandestines. Donc ça a été un point positif sur le plan de santé publique. C'est un échec parce que nous pensions que la contraception allait se développer plus et qu'elle éviterait le recours à l'interruption volontaire de grossesse. Il n'en est rien et il y a plus de 200 000 IVG qui sont pratiqués en France. Donc, c'est incontestablement une situation qui existe et qui fait que l'embryon obtenu in vitro, qui est plus jeune de 12 semaines par rapport au plus âgé des IVG, il faut le considérer, bien entendu, comme avec respect, mais en même temps, on ne peut pas le survaloriser par rapport à ce que c'est qu'un être humain constitué et par rapport aux différents stades de son développement. Si bien que on touche là, si vous voulez, deux points, et je terminerai peut-être là-dessus. D'une part, aujourd'hui, une parenté multiple. Une parenté multiple qu'autorisent les techniques de fécondation in vitro. Ils autorisent la naissance d'enfants qui jusqu'à là n'étaient pas envisageables, mais il permet aussi à un enfant d'avoir 3 mères et 2 pères. Il permet d'avoir une mère qui donne des ovules, une mère qui porte l'enfant, une mère qui l'élève. Il permet d'avoir un père qui donne son spermatozoïde et un père qui va l'élever. Et je ne parle pas, bien sûr, des pères spirituels qui ajoutent encore du monde à toute cette famille. Donc on est dans quelque chose qui, avec en plus les évolutions de la société, des enfants qui viennent plus tard, des femmes qui désirent des enfants plus tard, des familles monoparentales qui se sont développées quantitativement. Donc on est dans une véritable évolution qui s'appuie, qui n'est pas créée par ces découvertes scientifiques, mais qui s'appuie en tous les cas dessus pour correspondre peut-être à des évolutions de société. Donc une parentalité qui se modifie. Et puis la deuxième chose, et peut-être la plus importante, c'est la reprise du débat de ce que c'est que la personne humaine, à quel moment elle apparaît. Et on a ici, encore une fois, dans l'exposition du Havre, des documents tout à fait remarquables et des discussions qui en sont sous-entendues, parce que les pères de l'Église en particulier, toutes les religions se sont préoccupés de cette situation. Vous savez que le Talmud dit que ce n'est rien jusqu'au 40e jour, ce n'est que de l'eau jusqu'à 40 jours, parce que à l'œil nu, évidemment, on ne voit rien. Il faut attendre 40 jours pour apercevoir un embryon humain. Que dans la religion musulmane, on va considérer qu'il y a une adhérence à 40 jours, une très forte adhérence à 80 jours et une vraie adhérence à 120 jours. Et effectivement, 120 jours, c'est 3 mois, c'est le passage de la fausse couche qui est connu de tout le monde. Et donc là, véritablement, il y a une véritable adhésion. On va retrouver ce débat, d'ailleurs, aussi bien dans l'Église catholique, avec de nombreux pères de l'Église, comme je le disais, des débats très importants au IIe, au Ve siècle, pour penser, est-ce que
la personne se constitue dès la fécondation, même si on ne savait pas très bien comment fonctionnait la fécondation à ce moment-là, mais on disait dès le début, ou bien est-ce que l'âme, puisque bien sûr il y avait une croyance généralisée en l'âme, on n'est pas obligé d'y croire, mais dans la discussion en tous les cas c'était le point fondamental, est-ce que l'âme est donc concomitante de la réalisation du corps unique que va être le futur humain, ou bien est-ce que l'âme vient après? Et donc est-ce que l'âme est différée? Et sans trop rentrer dans les détails, dans l'exégèse, c'est simplement pour la création étant un acte divin, je dirais, et la relation physique étant un acte humain, il fallait dissocier la sexualité et l'acte divin, et donc l'âme divine, d'ordre divin, devait venir à distance, si vous voulez. Et quelle distance? Eh bien, si on reprend saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, il fait référence à 40 jours, on retrouve toujours ce chiffre de 40, 40 jours pour les garçons et 80 jours pour les filles. C'est un autre débat, vous vous en doutez. Mais voilà, on a toujours eu, si vous voulez, ce débat au sein de l'Église jusqu'à ces derniers temps, et particulièrement dans l'encyclique de Novum Vitae, qui a été proposée par le cardinal Ratzinger, l'actuel pape aujourd'hui, et après des discussions auxquelles j'ai eu l'honneur de participer, mais j'ai été dans un échec total, puisque la conclusion de Novum Vitae, c'est de dire il faut considérer la personne humaine dès le début de la fécondation. Alors évidemment, à partir de là, le regard n'est pas le même, car ou bien on considère que c'est une personne humaine et on ne peut pas y toucher, et il y a une certaine logique entre, je dirais, ne pas toucher à l'embryon, ne pas accepter l'IVG, et même ne pas accepter la fécondation in vitro, ce qui est la position aujourd'hui toujours de la hiérarchie catholique, je dis bien la hiérarchie, ou bien de considérer effectivement qu'il y a une liberté de la femme par rapport à son corps, en tous les cas pour accepter ou ne pas accepter une grossesse, qu'il y a une possibilité de fécondation in vitro pour traiter la fertilité, qu'il y a une possibilité d'éviter, je dirais, des maladies lorsqu'on sait qu'elles peuvent survenir en ne replaçant pas à l'aveugle des embryons dont on sait qu'ils peuvent être atteints. Et puis, enfin, lorsqu'il y a des embryons qui n'ont pas de projet parental, de pouvoir considérer avec l'accord des géniteurs qu'ils pourraient faire l'objet d'une recherche scientifique dont on a besoin pour améliorer les résultats de la fécondation in vitro ou pour développer d'autres techniques médicales. Alors, du coup, l'embryon à ce stade très particulier des premiers jours, où même dans l'organisme, il n'est pas encore implanté, donc il n'a pas encore le lien avec la mère, et a fortiori, bien sûr, dans le laboratoire de fécondation in vitro, est-ce une personne? Est-ce une chose? Est-ce entre les deux? C'est plutôt mon opinion. C'est plutôt mon opinion. C'est-à-dire que d'abord, j'ai le sentiment que dans ce processus du temps qui nécessite la constitution des organes et de la puissance humaine, eh bien, il y a une notion de temps. Ce qui est à 9 mois n'est pas comparable à ce qui existe à 3 jours, même si l'un provient de l'autre, bien entendu. Mais on ne peut pas être, lorsqu'on est au début, on n'est pas à la fin du processus. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Et en un mot, je dis entre deux, pourquoi? Parce que le destin de l'embryon, surtout lorsqu'il est in vitro, qu'il est au laboratoire, eh bien, il va dépendre du regard qu'on lui porte. Alors, je sais que ça fait frémir certains en disant, mais non, mais l'embryon, il est d'une nature ontologiquement, c'est déjà un humain. Alors oui, ce sont des cellules humaines, ça c'est vrai, mais dire que c'est une personne ou un être humain, je ne le pense pas. Je pense que cela se constitue progressivement, mais que par contre, s'il y a un projet, c'est-à-dire que si l'homme et la femme qui en sont à l'origine ont un désir d'enfant, il faut le préserver au maximum, bien entendu. C'est là notre rôle, c'est là ce que nous cherchons à faire. Mais si il existe, et voilà, la vie est ainsi faite que des embryons qui ont été congelés, le couple s'est séparé, il y a une maladie qui est venue, ou bien la femme a fait, ou le couple a fait son plein d'enfants, on va dire, et ne veut plus d'enfants, mais ils ont des embryons. Alors,
qu'est-ce qu'on peut faire de ces embryons? Eh bien, ce que l'on peut faire, s'ils ne sont plus dans un projet parental du couple, c'est éventuellement, s'ils en acceptent le principe, qu'ils fassent partie d'un projet parental d'un autre couple, c'est donc le don de l'embryon. Et certains couples qui sont à l'origine de ces embryons acceptent ce principe, mais vous voyez ce que cela peut poser aussi comme question. Ils peuvent accepter que l'embryon soit tout simplement détruit, et ils peuvent accepter qu'il soit détruit, mais avec une recherche scientifique à la clé, laquelle recherche scientifique, pour être faite, doit être validée dans notre pays par l'agence de biomédecine, par les organismes de recherche. Donc tout ça est parfaitement encadré et cadré. Et il y a, je crois, aujourd'hui 21 projets de recherche ayant trait à l'embryon humain. Donc dans un cadre où on considère que l'embryon, hors de projet parental, certes on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on ne peut surtout pas le vendre, ni faire un projet de recherche qui n'en serait pas un. Par contre, si on démontre que l'on fait progresser les connaissances, et que, bien sûr, éthiquement, il est clair que le couple qui en est à l'origine en accepte le principe, alors on est autorisé à le faire sous certaines conditions, et avec une des conditions qui est de donner une transparence à la société, la nôtre, la société française, de ce qui est fait autour de ces embryons. Donc voilà un petit peu quelques problèmes. Ils ne sont pas tous. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais on va peut-être laisser la place à la discussion, revenir peut-être sur certains points, aborder d'autres autour des problèmes qui existent aujourd'hui. Nous avons vu 5000 ans d'histoire, je dirais, de la naissance. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il en sera dans 5000 ans. Et franchement, si je pouvais juste venir pour quelques instants dans 5000 ans, je serais assez content de voir la distance qui nous sépare.